Bonsoir à tous. Au nom d'Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue aux rencontres des savoir-faire qui aujourd'hui va nous amener vers des contrées lointaines, un petit peu en tout cas, sur ces inspirations lointaines, puisqu'on va voyager du côté de l'Inde avec Victoire de Brantès qui a été en résidence grâce à l'Institut français d'Inde, à la Villa Swagatam, qui est en fait un système de résidence en Inde. Alors Victoire est diplômée et designer, artiste en textile. Elle est diplômée de la Design Academy de Eindhoven et elle a été lauréate en résidence en 2023 à la Villa Swagatam. Comme je vous le disais, ce sont des créations récentes de l'Institut français et du ministère européen des Affaires étrangères sur des lieux de résidence. Il y a Villa Albertine, Villa Swagatam, Villa Egra, Villa Cujuyama, et évidemment Villa Médicis ou Casa Velasquez. Donc cette résidence a permis à Victoire de se rendre dans un atelier d'excellence. Alors je vais le prononcer, mais certainement avec une faute. L'atelier Vastrakala. Vastrakala. Vastrakala, voilà, je me suis planté, c'est normal. Et dans la ville de Chennai. Ça se dit Chennai. Bon, d'accord, tout faux. Je ne vais pas répéter, hein, c'est en direct. Et donc elle a pu développer un projet de recherche, et ce qui lui a permis d'être récompensée par la Design Parade de la Villa Noailles en 2024, ainsi qu'au 19e, dans le cadre de l'exposition célébrant le centenaire de la maison Le Sage. Donc je laisse la parole à Victoire qui va nous présenter son lieu de résidence en Inde. Merci, bonjour à tous. Merci Marc pour cette introduction et cette invitation. Voilà, je suis très heureuse d'être ici parce que ça m'a permis de replonger dans mon séjour en Inde. Alors je suis partie, j'étais la première promotion à partir en Inde à la Villa Swagatam il y a 1 an. Et du coup, voilà, moi c'est Victoire, je suis designer produits et textiles. Et j'ai fait ma formation aux Pays-Bas. Et cette formation a comme particularité d'être assez généraliste, mais ce qui m'a permis de développer différents outils pour faire et collaborer auprès de projets territoriaux que je vais vous présenter. Et après, on se plongera dans les projets de Villa Swagatam. Donc, ma spécificité, c'est vraiment voilà, de cet ancrage, cette immersion. Et en sortant d'Eindhoven, du coup, en 2022, il fallait bien commencer quelque part. Donc, je suis retournée un peu sur mes traces, parce que moi, je suis du sud de la France. Et c'est comme ça que 2 projets, en collaboration avec la commune de Roussillon et celle de Cavaillon, ont débuté. Et ces 2 projets, je voulais vous les présenter aujourd'hui parce que ce sont 2 manières très différentes de capturer l'essence d'un territoire. Donc, l'un, là, c'est de Roussillon au travers l'ocre, la matière, et l'autre, Cavaillon, qui était autour d'un canal, au travers des témoignages. Donc, quand j'aborde un projet au travers la matière, les différents outils mis en place pour réaliser ces projets-là sont, voilà, il y a toute une recherche en général, vidéo, photo, aussi beaucoup de récoltes de témoignages, d'archives. Et ce projet, tout particulièrement, avait pour objectif de capturer l'essence du paysage au sein d'un mobilier urbain qui va concrètement créer... Alors ce projet sort là le 28 juin, dans quelques mois. Et ce projet voilà, crée une déambulation dans le territoire au travers 3 lieux clés. Et ce projet a permis, voilà, c'était 4 ans de recherche pour communiquer, créer un atelier ouvert et découvrir toutes les techniques autour de l'ocre. Donc c'est de l'enduit, de l'enduit à la chaux qui sert pour le bâtiment. Et en faisant des ateliers ouverts et en produisant ce projet de cette manière-là, ça a permis aussi de réintroduire la technique auprès de différents maçons localement. Donc voilà, c'est des projets qui ont un peu un process 360 dans leur manière de faire. Et une autre manière de traduire le paysage, dans cet autre projet qui s'appelle Water Companion, c'était juste à côté de Roussillon, dans la ville de Cavaillon, autour du canal Saint-Julien.
Et ce projet, c'est un projet de cartographie au travers le quotidien de ces gardes-canaux pour voilà, montrer leur importance dans cet écosystème. Et ce projet, après, a abouti dans une carte, un grand Laporello qui sert maintenant d'outil pour eux de communication, pour communiquer leur quotidien. Et cet outil-là, cette publication-là, a permis aussi de révéler leur travail qui était complètement caché du grand public au travers un vocabulaire très ludique, donc un peu comme l'ocre. Là, cette fois-ci, on arrive à un vocabulaire de leur quotidien mélangé avec un vocabulaire technique qui permet un certain apprentissage du territoire. Et en parlant d'archives, cette carte aussi était faite à partir d'une archive du canal Saint-Julien et tout ça imprimé sur le dernier moulin qui fait encore du papier avec cette eau. Et on arrive bientôt à la Villa Sogatam. Donc tout ça, c'était j'ai commencé ça pendant mon diplôme jusqu'à l'année dernière à peu près. Et pour les intérieurs, en parallèle de ces projets que je viens de vous montrer, qui ont des très longue temporalité, j'avais le temps de développer une matériothèque et de travailler pour des projets plutôt d'intérieur via le textile. Et ma particularité est de faire des échantillonnages, mais en mélangeant les médias, donc en travaillant aussi pas mal le verre. Et du verre, voilà, je travaille les motifs pour retourner au textile. Mais au bout d'un moment, voilà, j'avais, je pense, envie de m'émanciper du format d'échantillon. Et c'est comme ça, il y a à peu près, du coup, au moment où la Villa a lancé ses candidatures, que j'ai appliqué parce que j'avais envie voilà, de sortir de ce format-là et aller au projet abouti. Donc, petite anecdote, pourquoi le sud de l'Inde ? Parce qu'en fait, j'ai grandi aussi dans le sud de l'Inde, peut-être avec une certaine envie de recherche et d'enracinement de nouveau. J'ai choisi les ateliers Vastrakala. Et petit aparté par rapport à la Villa Swagatam, la Villa Swagatam, contrairement à d'autres villas, n'est pas forcément incarnée par un seul lieu, mais ils ont différents partenaires au travers l'Inde. Et chaque partenaire a sa spécificité, sa manière de faire. Donc chaque résident, il y en a une ici aujourd'hui qui pourra vous raconter son expérience aussi, mais chaque résident aborde son projet de manière très différente. Donc ça peut être une villa d'inspiration, de recherche. Et moi, dans mon cas, j'ai choisi de faire vraiment une villa de production. Donc voilà, alors là, vous voyez les vues de l'atelier et mon lieu de vie, je dormais dans l'atelier. Et en fait, très vite, dès que je suis arrivée dans cet atelier, alors il faut imaginer le contraste, parce que c'est un atelier voilà, tout blanc avec cette nature, et quand on arrive de l'aéroport très bruyant, on arrive dans ce contexte très calme, et d'un coup, voilà, moi j'ai complètement été pris par l'atmosphère et j'y suis plus sortie. je vivais sur place, je dormais sur place, je passais mes week-ends de temps en temps pour vraiment avoir le temps de produire. Et ce qui était beau, c'est aussi voilà, le rythme dans les ateliers qui sont ponctués de différentes pauses traditionnelles locales, donc de thé aussi. Et aussi là, ce qu'on voit tout à droite, c'est les temps de prière en fin de semaine, donc de rassemblement. Donc voilà, tout en étant très immergés, nous gardons une certaine notion quand même du contexte, donc, parce que nous nous trouvons dans le sud de l'Inde, donc dans la région du Tamil Nadu, qui est quand même une région voilà, très connue aussi pour ses temples et sa religion très pratiquante. Et ça, c'est ma cartographie. Donc voilà comment s'est organisé mon périmètre de ma résidence. Alors je passais mon temps entre la villa et de temps en temps j'allais à Chennai où j'explorais les temples alentours. Mais du coup voilà, j'avais vraiment dans mon quotidien cette dualité, donc très 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 immergée ou très inspirée par l'effervescence de motifs, de couleurs, de sons qui est propre à l'Inde. Et cette dualité-là va se retrouver dans mes projets parce que dans cette résidence qui a duré à peu près 6 semaines, voire 6 semaines le temps que j'arrive, donc un petit peu plus, j'ai pu réaliser 2 projets qui ont 2 esthétiques très très distinctes. Donc les villas, comme je mentionnais au début, c'est
tout d'abord un moment de rencontre. Et surtout, dans mon cas, comme je sortais depuis pas très longtemps d'Eindhoven, j'avais aussi cette envie de rejoindre une équipe et de découvrir un savoir-faire. Et dans Vastrakala, qui se trouvaient être les ateliers Le Sage intérieur, donc qui eux aussi perpétuent ce mouvement entre la France et l'Inde, mon quotidien été guidé par l'accompagnement, le mentorat du directeur artistique de Le Sage intérieur, Jean-François Le Sage, qui vraiment m'a introduit à tout cet univers de la broderie, de cette maison, mais aussi de cette maison parce que c'est lui qui a implanté les ateliers Vastrakala il y a 30 ans en Inde. Donc j'ai vraiment découvert aussi ce prisme de la broderie via son angle à lui, qui a créé ce pont, ce logage commun via la broderie entre la France et l'Inde. Et d'un point de vue technique, j'étais évidemment accompagnée par l'équipe, par la première d'atelier. Mais comme moi, personnellement, je ne brode pas, j'ai mis en place une méthodologie qui m'a permis d'appréhender la broderie. Donc j'ai créé mon laboratoire hybride autour d'une table lumineuse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me plonger dans un projet assez expérimental. Et ce projet expérimental était une réappropriation, d'abord une exploration d'archives. Alors, en reprenant mon médium photographique et en me basant sur une recherche de matériaux que j'avais fait déjà auparavant en verre, qui se trouve là, j'ai commencé à m'approprier les différents échantillons avec différentes prises de vue, de plus en plus abstraites, qui me permettaient aussi de perdre l'échelle de cet échantillon et de aussi peut-être imaginer un certain mouvement. Et de là est né un langage de plus en plus abstrait, plus en plus plongé dans la matière. Et très vite, au bout de quelques semaines, de quelques jours, pardon, parce que comme tout allait très très vite, tout ça, c'est l'expérimentation qui se faisait assez rapidement. J'ai eu envie de travailler en pièces détachées et créer un jeu de composition à partir de ces matériaux assez libres. Et c'est là où est né mon projet de vitraux brodés, qui a été réalisé et qui, après je vous montrerai le résultat, mais qui a été exposé en France. Ce projet de vitraux brodés, alors pourquoi les vitraux ? Parce que moi, ayant aussi une pratique hybride entre le textile et le produit, j'avais envie de créer un objet qui est assez interactif. Et le vitrail, j'ai toujours aussi aimé ça par sa manière de rassembler des récits et aussi la manière qu'il a d'interagir entre l'intérieur et l'extérieur. Et surtout pour moi, ici, dans ce cas-là, la particularité de travailler le thème du vitrail dans ce jeu de lumière avec du textile permettait aussi d'apporter une certaine flexibilité dans l'objet pour l'assembler, le composer de différentes manières pour créer différents récits. Et c'est comme ça que j'ai créé cette sorte d'alphabet de frises qui avait pour but d'être modulable pour créer un cadre de jeu entre les brodeurs et moi. Et le format, alors spécificité par rapport au format, je pense, suite au projet de Roussillon, par exemple, j'avais une envie de légèreté, donc il fallait que ça rentre dans ma valise pour que ça voyage rapidement. Et du coup, c'était un format modulaire, donc c'était des petits panneaux les mesures sont là d'à peu près 50 cm, je ne vois pas bien avec mes lunettes, de 59 cm, et qui est arrivé en pièces détachées. Et c'est comme ça, maintenant je vais vous montrer la vidéo de comment est née cette interaction avec les brodeurs et comment nous avons mis cet échange en place. Donc, sachant que je ne brodais pas, comment nous avons fait un process partagé pour écrire un projet à plein de mains. Donc, voici comment je travaillais. Alors en faisant une sélection de matériaux entièrement sourcés à Chennai, donc des perles de verre et de parchemin, je composais autour d'une table lumineuse, donc après avoir fixé les morceaux de parchemin. L'idée de ce jeu de perles était vraiment de jouer avec ce mouvement de manière assez ludique et de créer différents narratifs qui suivaient les lignes. Et je passais pas mal de temps à faire ça et l'idée était de vraiment créer un effet très perlé pour imaginer ces pièces une fois fixées, très volatiles et très volatiles comme presque des gouttes d'eau. Et
pendant que je travaillais, j'ai beaucoup collaboré avec Mahesh, un des premiers brodeurs de l'atelier Le Sage, qui fixait perle par perle le plus finement possible. Et l'atelier Vastrakala, il y a aussi un département mode avec qui j'ai pas mal collaboré pour me permettre de créer ces panneaux modulaires. Et avec cet atelier-là, nous avons développé des grands boutons en parchemin pression qui permettaient d'assembler les différents panneaux les uns aux autres. Et je naviguais comme ça autour des différents ateliers ouverts de Vastrakala. Donc je pense que j'ai à peu près travaillé avec tous les corps de métier présents. Donc que ce soit la partie patronage, parce qu'il fallait bien redécouper tout ça, la partie mode et intérieur. Et voilà, ces pièces ont d'abord été pensées pour être suspendues devant des fenêtres. Et avec cette vidéo, je voulais aussi surtout vous montrer la collaboration qu'il y a eu, parce qu'il y a eu beaucoup de gens derrière ce projet. Chaque panneau est une interaction entre moi et un brodeur. Il y a au moins 20 personnes qui ont travaillé sur ce projet. De manière, parce que là, c'est que le projet, on ne le voit pas forcément, c'est de manière très fine et invisible, mais voilà, chaque panneau a sa caractéristique. Et évidemment, dans cette résidence, alors... ce cadre-là m'a permis aussi d'explorer des défis techniques que j'aurais peut-être pas eu l'occasion d'explorer sans ce partenaire-là qui était Vastrakala. Et la partie la plus technique a été de faire ces grands boutons en parchemin. Et pourquoi je voulais absolument du parchemin? Parce que je voulais garder cette transparence dans le bouton même. Et ces boutons en parchemin étaient aussi... complété par des boutons de manchette. Donc j'aimais aussi l'idée de pouvoir, de manière assez spontanée, déboutonner une pièce. Et ça, alors, ça a été une grande phase d'expérimentation, parce que pour un bouton réussi, au moins 50 exemplaires étaient tirés. Donc d'un point de vue expérimentation, c'était... parce que le parchemin, matière vivante, et l'humidité aussi de la région, voilà, a apporté plein de complexité au projet, mais m'a permis aussi de développer vraiment une esthétique. Et là, vous avez des vues beaucoup plus proches qui montrent ce langage, voilà, mis en place. Et c'est ce que aussi permet la ville, hein, permet aussi de se perdre dans l'expérimentation, d'avoir ces moments de doute, mais aussi concrètement de revenir avec une esthétique et de développer un jeu. Et à côté de ça, du coup, ce projet qui paraissait, voilà, être un jeu sans fin, il fallait bien avoir un format, avoir une fin à ce projet-là. En même temps, et comme je l'ai mentionné au début, en même temps, je menais un autre projet. Donc voilà, j'étais complètement pris par la frénésie de l'atelier, donc je dormais pas beaucoup et je faisais tout en même temps. Et cet autre projet est arrivé sur le tas en arrivant à Vastrakala. Alors, c'est dans le cadre de l'association de Gérard Garouste, qui se trouve être une association française créée par le peintre Gérard Garouste pour les enfants. Et en fait, cette association, qui existe depuis pas mal d'années, a comme projet, à chaque fois, ils envoient une pièce emblématique de design. Donc, dans mon cas, c'était la chaise Vitra à Belleville, à plein de maisons différentes. Et chaque maison réinterprète cette chaise avec leur savoir-faire. Et moi, étant sur place, cette chaise arrive. J'ai eu l'occasion de travailler dessus. Et ce projet-là m'a permis de me plonger dans l'histoire de la maison Le Sage, tout en étant vraiment en lien avec l'entourage de Vastrakala. Donc, la chaise Pompéi. Pourquoi Pompéi? Alors, déjà, plusieurs choses par rapport au choix des matériaux. Cette chaise, voilà, alors évidemment, en appliquant, quand je voyais de la terre rouge, je pensais à l'ocre, donc voilà, il y a de l'ocre partout. Et surtout, c'est que toutes les terres aux alentours de l'atelier, en allant vers Pondichéry, il y a cette terre rouge qui contraste beaucoup avec cette nature verte. Et en parlant beaucoup, parce que cette chaise est un projet que nous avons fait à deux, avec le directeur artistique Jean-François Lesage. Nous nous sommes questionnés, voilà, sur la lecture de l'ornementation, et aussi en étant inspirés par le contexte de Chennai, où on peut trouver beaucoup de superpositions de motifs
et beaucoup d'informations très très chargées, nous nous sommes dit que ça pourrait être intéressant d'apporter cette notion-là, mais avec un monochrome, ce qui permettait aussi une lecture concentrée sur le motif et pour rester pour pas se perdre dans la couleur. Mais pour apporter un peu de nuance, nous avons choisi des matériaux naturels, donc c'est que des perles de bois, du raffia, de la laine, tout ça trempé dans un même bain d'ocre, ce qui a apporté les nuances, les différentes nuances que vous voyez ici. Et c'est comme ça qu'a commencé le dessin. Alors, c'est la manière dont nous avons procédé. Alors, pourquoi le Pompéi est venu assez spontanément, c'était en travaillant cette notion de terre, de lave. L'idée de cette chaise et de son tapis est de créer un imaginaire narratif de motifs fossilisés, donc d'avoir cette sensation de rentrer dans une grotte et de découvrir cette sorte de flaque, et de cette flaque naît la chaise et inversement, et de créer et de travailler le motif, mais de manière révélée, donc en créant cette sorte de croûte de texture par-dessus les différentes archives. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en place ce dessin. Et évidemment, alors ce projet était parfait pour aussi le contexte, parce que ayant été formée aux Pays-Bas, du coup la notion d'ornement est très, très différente. Et en étant en Inde, ça m'a permis aussi de décomplexer totalement la notion du trop, donc il n'y a jamais trop. et voilà, je vous ai mis à côté de Chennai, je passais beaucoup de temps aussi dans les temples de Kanchipuram, et qui sont très très beaux, parce que sans rentrer dans le détail de cette religion très dense, ce qui est de manière un peu plus éloignée, ce que j'aimais, c'était l'assemblage de différents récits, et puis finalement, c'est pas forcément... Oui, le détail compte, mais cette superposition de récits permet aussi de se perdre dans la contemplation. Donc ce projet aussi avait aussi pour but d'asseoir cette contemplation et de vraiment l'assumer complètement. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à dessiner à plusieurs mains. Donc moi j'ai dessiné, après ce qui était beau, c'était aussi la transposition entre le dessin et les cadres, les différents cadres broderies, les différentes techniques choisies. Et oui, évidemment, comme tout ça, la manière dont je communiquais avec les brodeurs, c'est en prenant des références d'archives pour choisir les points. Tout ça guidé aussi par Jean-François Lesage, qui, lui, avait tout son savoir-faire. Et du coup, moi, j'apportais plus sa partie organique et lui, plus sa partie historique. Et voilà, la chaise s'est au fur et à mesure construite. Et cette chaise a été assez formidable pour deux choses, parce que son design très, très fin nous a permis vraiment de mettre en valeur l'ornement, et du coup l'ornement devient, on a l'impression que de l'ornement naît la chaise et non pas l'inverse. Et du coup cette finesse nous a permis de travailler transition entre le pied et le tapis, et de vraiment nous amuser avec ce mouvement, avec cette matière organique qui crée cette férise qui ondule au fur et à mesure. Et voilà le dessin à plusieurs mains, donc voilà comment je travaillais. Donc je dessinais, on interprétait en test, et au fur et à mesure, le tapis s'est créé. Et voici le tapis. Donc en fait, c'est là où peut-être aussi la notion de cartographie revient, parce que indirectement, dans ce tapis, de manière assez abstraite, on se plonge dans une histoire d'une maison, qui est la maison Lesage, mais aussi dans une histoire d'un atelier. Et à un moment donné, parce que tout ça, faut savoir, je rappelle le temps court, mais on a produit ça vraiment en très 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 peu de temps, donc en à peine 3-4 semaines. Et du coup, ici le motif a été pensé par zone, et au fur et à mesure, cette chaise va très vite. Alors, je vous remets cette slide avant de passer à l'autre, parce que cette résidence tout est allé très très vite, et cette chaise, une fois finie, a été tout de suite remballée et envoyée en France. Et du coup, la résidence est finie de manière très rapide. Alors, je n'arrivais pas à partir, mais bon, heureusement, il y a eu plusieurs occasions qui m'ont permis de rester, notamment la Villa Sogatam, lors d'une rencontre présidentielle, a proposé une présentation des projets de différents résidents. Donc là, ce que vous voyez à côté de moi, des vitraux, c'est une autre villa, c'est une autre résidence qui s'appelle Nila House, qui se trouve à Jaipur. Et alors,
d'autres résidents seraient beaucoup plus à même de vous en parler, mais ça, par exemple, cette résidence-là, Nila House, a comme particularité de travailler l'indigo. Donc voilà, juste un autre exemple pour vous montrer que chaque lieu est très très différent. Et ce moment-là, tous ensemble dans les villas, où d'un coup on se rencontre tous, parce qu'il faut savoir que ces villas, quand on arrive, on est très très autonome, on ne rencontre pas du tout forcément les autres résidents au début, en tout cas dans mon cas. Et du coup, ça permet, ces résidences-là, d'imaginer un parcours pour la suite. Et moi, j'espère que celui-ci va continuer entre la France et l'Inde. Du coup, j'arrivais vraiment pas à partir. Mais heureusement, il y a un autre projet qui est arrivé, donc avec la Villa Noailles, le projet des vitraux brodés. J'ai été invitée pour présenter le projet des vitraux brodés dans le cadre du 19e pour les 100 ans de la Maison Le Sage. Et là, ce qui a été génial avec ce pont qui, de nouveau, m'a ramené dans le sud de la France, c'était de continuer ce dialogue-là, donc France-Inde, mais dans le sens inverse. Et cette fois-ci, en collaborant, en continuant ce process dont je vous parlais avec Auto-Étables Lumineuses, mais cette fois-ci, de le penser à l'échelle de la scénographie. Et pour cette scénographie, qui a été réalisée, avec qui j'ai beaucoup collaboré avec le studio Biller et Gravelaine, qui se trouvaient des anciens lauréats de la Villa Noailles et qui collaborent, qui font partie de l'écosystème du 19e et de Le Sage. Nous avons pensé une collaboration avec la Veribiot qui nous a permis de développer des perles XXL. Et pour créer à la Villa Noailles l'été dernier, de recréer mon espace de jeu, mais cette fois-ci vraiment à l'échelle de l'exposition. Donc ce que vous voyez, c'est l'écrin rétroéclairé avec les perles qui s'échappent des broderies. Et ça a été un moment aussi à la Villa Noailles assez intéressant parce que c'était un moment aussi d'imaginer d'autres possibilités avec cette réalisation. Et à la Villa, nous avons présenté aussi les autres échantillons que j'avais pu réaliser entre-temps, qui sont le négatif des vitraux brodés, donc avec le reste, avec les chutes que j'avais. Et voilà, pour cette étape-là, ce qui est l'objectif de ces échantillons était de penser à un autre mouvement. Donc cette fois-ci, les perles étaient contenues. Et cette phase d'expérimentation, c'était que le début, donc j'ai pu produire que 2 échantillons. Et ces échantillons-là, d'un point de vue technique, sont absolument incroyables. Ça, c'est grâce à la prouesse des brodeurs de Vastrakala. La finesse, quand on les voit en vrai, on a l'impression vraiment que les perles s'échappent de ces formes closes. Et que tout est juste posé. On a l'impression que tout va tomber, mais ça reste solide. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer ça parce que la chaise en France a été du coup exposée au 19e dans le cadre des 100 ans de la Maison Le Sage. Et cette villa m'a aussi permis de mieux rentrer en France finalement parce que exposée dans le cadre du 19e, la chaise a vraiment été mise, la scénographie était vraiment pensée autour de la notion de Pompéi, donc c'est un éclairage très particulier qui révélait de manière très théâtrale les ornements. Et ce projet-là m'a permis aussi maintenant de collaborer avec d'autres manufactures, notamment parce que ce projet-là, par le traitement d'archives, par les manufactures d'Aubusson, les ateliers Robert Four. Et du coup, voilà, j'ai un projet ocre qui sort encore. Alors ça, ce sera pour septembre. Mais du coup, voilà, c'est ce qui a été génial dans ces résidences-là, qui sont finalement, c'est assez court, assez condensé, m'a permis, moi, en début de parcours, de vraiment commencer à créer ma démarche, à créer mon laboratoire hybride, et à continuer, que ce soit dans l'espace public ou avec les manufactures, les espaces privés, dans nos intérieurs, de penser l'artisanat sous différentes formes. Pour ça, je reprends vos termes, la pluralité des artisanats, donc à l'extérieur ou à l'intérieur. Et
Et voilà, maintenant pour les vitraux brodés, en rentrant en France, là j'espère pouvoir continuer à réécrire ce projet en continuant ce lien avec le sud de la France. Donc là, l'idée, ce serait de transposer ce projet-là avec différents matériaux, notamment cette fois-ci de travailler avec du parchemin végétal ou d'autres types de verre, donc d'encore développer une autre matériothèque autour de ce projet et peut-être le transformer en produit. Mais voilà, il y a plein de pistes possibles et du coup, c'était un temps absolument génial qui m'a permis tout ça. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer. Peut-être que je retourne en Inde ou peut-être que je reste ici. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, voilà, ça m'a beaucoup marqué. Surtout moi, ça m'a permis de me réancrer parce que l'Inde, en tout cas le sud de l'Inde, c'est quelque chose que je connaissais bien. Donc, ça m'a permis de me réattacher à ça pour commencer ma pratique. Voilà. Donc, vous avez un overview. Merci beaucoup. Je ne sais pas si... Merci beaucoup, Victoire. Merci d'être aussi attaché au sud, en fait. Sud de la France ou au sud de l'Inde, c'est déjà il y a toujours le nordiste ou le sudiste de quelqu'un, donc là vous êtes plutôt les sudistes. Oui, très sud. Voilà, oui, j'aime les autres régions aussi, mais c'est vrai que c'était très sud. Oui, non, mais je comprends, je partage les mêmes, les mêmes tendances. Merci en tout cas de montrer. Alors, c'est vrai que votre parcours il est intéressant et on vous cueille au bon moment, c'est-à-dire que vous finissez finalement les études il n'y a pas si longtemps que ça, la recherche, et assez rapidement, vous avez la possibilité de vous émerveiller et de vous ouvrir les chakras, si je puis dire, sur un dépaysement total. Alors moi, peut-être ma première question, c'est ce dépaysement. Alors je ne sais pas si vous avez la réponse, hein, mais comment vous le voyez en perspective? Est-ce que c'est pour poursuivre de l'expérimentation vers de l'objet unique? Ou vous êtes, en gros, est-ce que c'est une démarche dans laquelle vous êtes plutôt attiré vers du designer, collectible, objet unique, ou, et je pense que là, il y a une expérimentation intéressante, ce qui est l'architecture d'intérieur, la décoration intérieure. Nous, ici, on aime bien parler de nouveaux ensembliers, donc dans cette orchestration possible des formes, des couleurs, des ambiances. Est-ce que vous avez est-ce que vous positionnez ou vous laissez tout ouvert? Alors, ça reste ouvert, mais pour moi, ce qui est très important, c'est la partie humaine aussi, du coup. Donc, de reprendre la notion d'ornement, sa notion première de narration. Et du coup, celle-ci, en effet, peut être interprétée pour nos intérieurs, mais aussi, pourquoi pas, penser pour les extérieurs. Et ce que j'aime bien, c'est, on le voit pas mal dans les vitraux brodés aussi, beaucoup, c'est... J'aime beaucoup explorer cette notion d'ornement comme lien aussi. Et en effet, il faudrait que ça... Oui, ça peut finir en produit, mais j'aime beaucoup cette idée de collaborer avec différentes manufactures, de créer ce laboratoire de recherche qui nous permet vraiment de pousser la technique et de créer différentes narrations où finalement on met vraiment en avant ces projets qui sont composés à plein de mains différentes. Et moi, j'aime bien vraiment cette notion de laboratoire. Donc après un laboratoire, ça peut rester à l'étape de recherche ou... Je vais vous titiller. Je sais pas si je réponds à la question. Titiller, puisque vous le savez peut-être, on a créé un laboratoire des pratiques durables depuis le 1er janvier. Et en fait, on s'est attaché, nous, à être dans de la recherche appliquée et non pas de la recherche fondamentale. Parce qu'en fait, c'est quoi la différence? C'est qu'il y en a un qui va être... la recherche appliquée, elle va être dans le cadre d'une finalité. Dans une perspective, la réunion des savoir-faire, les matériaux, mais alors nous, Mobilier National, ça va être évidemment la décoration intérieure, les ensembliers. La recherche fondamentale, elle va être lancer des pistes qui pourraient être toujours ouvertes, mais sans certitude d'avoir une application. Et c'est intéressant de se poser, alors là aussi, que je reviens à ma question du début, c'est peut-être trop tôt de se poser dans un chemin ou dans l'autre, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous titille plus là, par exemple, la chaise, est-ce que la développer pour que les gens puissent, entre guillemets, se l'acquérir, c'est-à-dire se l'accaparer, raconter leur propre vie, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, ou vous êtes plutôt dans une posture au sens noble du terme, de se dire, c'est un objet de délectation, parce que je raconte une histoire, je raconte un paysage, je raconte une géographie, je raconte des savoir-faire. Est-ce qu'il y a
Une orientation ou pas, hein, c'est pas... Oui, il y a une orientation, mais alors si elle devait prendre cette orientation-là, là, je l'aurais pensé dès le début. Donc c'est pour ça que j'avais montré le projet de Roussillon au début, parce que là, c'est de la recherche appliquée. Et Roussillon, en effet, ça a été beaucoup d'années de développement, mais chaque étape du process, il y avait une finalité en tête qui était vraiment de créer un objet qui servirait justement de cheminement, de parcours, et qui incorporerait tous les différents savoir-faire, et qui serait un objet témoin, entre guillemets, des différents savoir-faire qui étaient un petit peu perdus dans ce coin-là, et pourrait introduire différents pigments naturels. Du coup, oui, évidemment, c'est quelque chose qui est aussi important pour moi, mais je pense que l'un n'exclut pas l'autre, et je pense qu'on peut vraiment mener les deux en même temps. Mais si en effet c'est quelque chose qui a pour but d'être approprié, ce sera, alors, si la chaise devait être pensée comme un objet beaucoup plus fonctionnel, alors, elle n'est pas attachée au tapis, hein, c'est la question qu'on me pose beaucoup, et ça reste une chaise, on peut s'asseoir, on peut marcher dessus, ça reste un tapis, mais c'est vrai qu'elle a été présentée là comme objet plutôt de témoin de la narratif, mais oui, c'est les deux, pour moi les deux sont ces deux démarches qui sont très présentes. Super. Alors, avant de laisser la parole à la salle, parce que je peux être très vite très bavard, en regardant vos œuvres, il y a un autre art, un autre sens qui m'a éveillé, c'est le parfum. Est-ce que vous êtes attiré par cette unité? Parce que les couleurs, vos couleurs et vos matérialités de vos couleurs, c'est très texturé, ce que vous montrez, la dentelle, la broderie plutôt, c'est très... Oui, c'est très matériel, et je me disais, mais est-ce que cet univers du parfum vous intéresse ou pas? Alors c'est drôle parce que je pense que c'est... la partie très texturée vient peut-être de mes médiums de recherche qui sont surtout, qui sont beaucoup la photo et l'image. Mais en effet, la partie... alors maintenant, je m'intéresse au son d'abord aussi, l'importance du son que fait les objets. Et peut-être qu'un jour, j'arriverai à l'odeur. Pour l'instant, oui, c'est le son, le toucher, évidemment. Oui, pardon, j'oublie les sens, mais c'est évidemment, ça fait partie du... moi, je suis jamais allé en Inde, mais on me dit que souvent, là, ce qui saute aux yeux en Inde, c'est les odeurs. Alors, oui, mais alors ça, c'est peut-être en effet très présent par la condensation. Mais alors ça, c'est peut-être fait de manière très inconsciente, pour être honnête. C'est vrai que j'ai pas forcément... Mais l'odeur peut être aussi... on peut y penser. L'odeur, c'est un goût de quelque chose aussi. C'est une manière imagée. C'est un ensemble. En tout cas, pour l'instant, c'est pas l'objet, mais ça viendra peut-être. Non, l'odeur n'est pas pensée pour. Mais c'est vrai que... En tout cas, oui, les matériaux qui ont de même, c'est drôle parce que de manière assez intuitive, c'est vrai que la chaise, par contre, c'est vrai que la chaise, elle a plus qu'elle a voyagé, mais elle avait une certaine odeur parce que comme c'est des pigments naturels teintés, des matériaux naturels, elle avait une odeur très naturelle. Donc oui, c'est vrai que ces objets, quand on les voit en vrai, en tout cas surtout la chaise, avait une présence olfactive, oui. Très légère, évidemment, mais si on l'a cherché, on l'a trouvé, oui. Merci en tout cas. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? On fait les timides, comme d'habitude. Il faut que... Bon, j'embraye. Ah oui, voilà. Attendez, on vous apporte un micro. On vous apporte un micro? Si. Je voulais dire qu'effectivement, j'avais vu votre chaise au 19M, effectivement, mais elle était attachée au tapis. Mais je n'ai pas senti d'odeur. Il y avait une petite distance. Et je n'étais pas enrhumée à ce jour-là, tandis qu'aujourd'hui, je le suis bien. Merci. Oui, écoutez, c'est tellement riche ce que vous nous montrez qu'on aurait envie de poser des questions presque tout le temps. Je vais juste profiter des images qui sont là pour vous en poser deux. Le tapis, il est brodé sur un matériau. Oui, c'est sur quel matériau? Il est brodé d'abord sur un coton pour l'avoir assez fin. Et après, on a rajouté, pour avoir l'épaisseur d'un tapis, du slub. Alors, slub, ce serait un coton un peu plus épais, mélange de coton et laine. Et en fait, le tapis, je peux vous remontrer, mais... c'est un tissu, en fait. Oui, c'est un tissu. Alors d'abord, on a brodé sur une surface, là on le voit, sur une surface assez fine, et après on a rajouté l'épaisseur au fur et à mesure.
Parce que l'épaisseur n'est pas partout pareil. On a voulu jouer sur ce dénivelé. Mais ça, c'est un ajout. Hein, vous l'ajoutez dans la broderie, l'épaisseur. Oui, et l'épaisseur, on la trouve par. Alors c'est ce qui a été, ce qui est un peu représenté par cette idée de. Bon, c'est pas très. C'est le mot surface plane ou crue, si vous voulez. Pardon. C'est surface un peu plus plane. C'est l'épaisseur qu'on a. Et aussi par les matériaux, parce que les fleurs, par exemple, c'est assez épais. C'est de la corde. Et on a rajouté couche après couche de broderie. Donc, d'un point de vue broderie, là, il y a beaucoup d'heures de travail, beaucoup de mains. J'imagine. Et beaucoup de mains qui ont travaillé. Oui, beaucoup. Beaucoup de mains qui ont travaillé. Donc, comme les vitraux brodés, il y a à peu près 20 personnes en plein. C'est on plus a de vu 900 ça. heures. C'est plus de 900 Et la teinture, elle est faite à quel moment? Au tout début. Donc, vous teignez tout en même temps? Je teins tout en même temps et c'est ça qui permet d'obtenir le nuancier. Oui, selon les matériaux, ça prend différemment. Exactement. D'accord. Ouais. Et l'ossature de la chaise, c'est du bois? Il y a bois, l'assise, c'est du bois et le dossier, les pieds, non, c'est plastique. Il n'y a pas d'inspiration indienne dans votre dessin? D'inspiration indienne, alors là c'était un travail d'archive, hein, mais l'inspiration indienne vient plutôt dans la manière de juxtaposer, dans la condensation. Oui, dans l'enchevêtrement, on va dire. Mais du coup, dans l'inspiration indienne, c'était vraiment aussi me plonger dans une histoire d'un lieu. Et du coup, c'est plus comme ça que c'est arrivé. Merci. Il y avait une question derrière. Merci infiniment pour cette présentation. Moi, c'est plutôt sur la question des vitraux. C'est quelque chose que vous avez apporté à l'atelier? Oui. C'est quelque chose. Alors, les vitraux, oui, c'est ce projet-là c'est ce projet que j'ai voulu développer aux ateliers. Alors, je ne savais pas du tout exactement quelle forme ils allaient prendre et voilà si ça a été un grand panneau. Mais ce projet-là d'expérimentation, en tout cas la démarche, c'est quelque chose que j'ai apporté à l'atelier. Et d'un point de vue technique aussi, la partie boutons, développement de boutons, ça l'atelier n'avait pas fait auparavant. Donc ça a été un apport et c'est comme ça que ça nous a permis, même pour eux, beaucoup d'expérimentation pour développer différentes techniques autour de ça. Mais j'ai utilisé, par contre, ils n'ont jamais fait des pièces comme ça, mais j'ai utilisé les ressources existantes, donc les machines qu'il y avait, l'infrastructure qu'il y avait, voilà. Y a-t-il une autre question? En attendant que le micro arrive, on parle de tapis. Pourquoi tapis ou pourquoi pas tapisserie? Est-ce que c'est un choix? Parce que là, c'est tapis, donc c'est un usage pour marcher. Et je me dis, il y a quand même une fragilité. Ou alors ils font du tapis brodé qui est quand même assez indestructible. Parce que vous voyez, quelle est la différence? Parce que tout le monde ne la fait pas, tapis et tapisserie. Oui, du coup, la question... Oui, pourquoi l'utiliser comme un tapis? Parce qu'on pourrait imaginer ça en tapisserie, ou alors c'est... Ah oui, alors c'est en tapisserie, c'est-à-dire en gros, un tapis c'est au sol et tapisserie c'est en mur. Hein. Je fais le malin, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. Non, alors dans le cadre de ce projet qui était très spécifique, parce que c'était un objet qui est parti aux enchères. Donc voilà, il y avait aussi un cadre. Mais évidemment, quand on a vu le panneau laissé comme ça, avec Jean-François, on se dit oui, ce serait génial aussi de l'avoir en tenture, mais l'un n'exclut pas l'autre. Mais c'est-à-dire que dans ce cas-là, il fallait que ça reste un objet qui reste au sol. Voilà, c'est comme ça qu'est venu ce choix de l'avoir en plein pied. Et cette idée aussi de cette fameuse... de cette flaque d'où naît la chaise, j'imaginais moi plus vraiment quelque chose au sol et pas du mur. En tout cas, dans un usage quotidien, oui, dans un usage quotidien, ça serait un peu fragile. Alors, broderie est très solide. Hein. Ça, c'est comme c'est. Oui, mais on peut imaginer si on commence à mettre des... Alors vraiment, ça c'est le côté super Ikea qui parle. Hein. Si on commence à penser à mettre des meubles, bon, ça peut être problématique, mais bon, là c'est le côté dépositaire du mobilier national, mais ça n'enlève pas la grande beauté. En tout cas, moi quand je vois comme ça une image, je me dis,
Je pense qu'il y a beaucoup plus d'esthétique de la tapisserie que du tapis. Parce que en gros, la grande différence, ou les grandes différences entre tapis et tapisserie, c'est pas uniquement d'être au sol ou d'être au mur, c'est que la tapisserie a un sens de lecture et elle est un objet de délectation par essence, alors qu'un tapis, c'est un objet d'usage. On marche, et en plus, une tapisserie, on peut s'approcher. Alors un tapis, à moins de faire des galipettes et de se mettre par terre, on ne la voit pas, on ne voit pas le détail. Et quand il y a une telle richesse de savoir-faire, instinctivement, je dirais plutôt en faire un usage de tapisserie qu'un usage de tapis. Mais bon, là, ça, c'est très personnel. On peut en discuter. Oui, alors c'est drôle parce que finalement, ce projet-là inspire maintenant un projet que je suis en train de faire avec la manufacture Robert Four de Buisson, où justement c'est une tapisserie. Donc c'est drôle que spontanément ça apportait aussi à ça. Mais là aussi l'idée, si quelqu'un on devait marcher dessus, ce qui était beau aussi, c'est que les matériaux c'est le ressenti des matériaux qui ont une texture très particulière et évidemment ça fait pas mal aux pieds, c'est pas inconfortable. C'était ça la question par rapport aux perles. Il y a une certaine épaisseur qui permet aussi un certain amortissement. Donc on a fait aussi attention à ça, mais c'est vrai que ça s'était pensé plus comme une pièce témoin. Mais voilà. La question au-delà du technique, c'est intéressant de se poser la question de l'usage selon les cultures. Alors, j'y connais là franchement pas grand-chose, mais justement la culture du tapis oriental qui peut se faire potentiellement pieds nus n'est pas la même qu'un tapis avec des semelles. Donc le rapport au côté terrien, j'allais dire, de l'œuvre n'a pas la même symbolique peut-être. Oui, parce que ça c'est oui. Merci de faire ce lien, parce que c'est vrai qu'en Inde, par exemple, en parlant de ressenti, j'ai oublié. En Inde, on enlève toujours ses chaussures quand on rentre quelque part. Donc c'est vrai que maintenant ça me paraît normal, mais j'ai oublié de spécifier que là-bas c'est normal. Et du coup, en tout cas, cette pièce-là, pour l'Inde, donc le ressenti du tapis pouvait être cohérent pour là-bas. Et en effet, pour ici, comme nous avons des chaussures, en tout cas certaines personnes quand on rentre dans les intérieurs, c'est différent. Oui, Une question ? Oui, en fait, ma question, elle était plus sur ce que dont vous parlez avant, c'était la nécessité de la finalité quand on passe dans une villa. Moi, j'ai pu comprendre, il y a des jeunes créateurs qui partent quelque part pour faire des recherches. Et est-ce que la finalité ou d'un objet fini fait partie de ce voyage? Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que ça peut être quelque chose qui est continué ailleurs, qui est repris par quelqu'un d'autre? Oui, totalement. Alors moi, c'est un choix que j'ai fait d'avoir une finalité, mais bien sûr, beaucoup me reviennent avec des recherches et c'est des moments d'inspiration. Donc ces inspirations peuvent être matérialisées de manière très différente, donc ou seulement par des échanges, ou traduites en effet. Mais non, il y a absolument pas. En fait, ça dépend de la structuration de la bourse de recherche ou la bourse de résidence. Une bourse d'1 an peut s'attendre à ce qu'il y ait une production. Une bourse ou une résidence de 6 semaines, vous avez très bien défini, c'est plutôt inspirationnel, comme on dit, une découverte. Et s'il y a une finalisation, tant mieux. Mais c'est pas en 6 semaines, c'est quasiment impossible de faire en fait. Le temps qu'on arrive, qu'on s'adapte, qu'on s'inspire et qu'on produise, qu'on rencontre les gens, surtout là, c'est faire travailler, c'est quand même assez rare en fait. Donc ça dépend de la durée. Une bourse d'1 an à la Villa Médicis, on peut s'attendre généralement il y a de la production. Une bourse de 10 jours ou une bourse de 6 semaines, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment créer du choc. C'est comme souvent, je dis quand je propose aux gens de venir, je dis même si vous n'avez rien trouvé, c'est intéressant. Ou si au contraire vous avez détesté, c'est intéressant. Ou au contraire, si vous êtes tombé complètement amoureux du lieu, c'est intéressant. Tout est intéressant. Et souvent, en fait, on ne s'en rend pas compte, ce genre de voyage. On n'en prend pas tout de suite conscience, mais ça marque des années parce que c'est
ça peut être un tel choc. Et surtout, c'est des moments où en fait, on est complètement à soi. Dans la vie courante, c'est rare qu'on puisse être totalement à soi. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Si. Oui, et même dans cette année, alors je ne sais pas exactement qui est parti, mais on peut le voir sur le site de la Villa Sfagatam. C'est intéressant parce que dans le même cas de cette même résidence, la personne en ce moment a peut-être développé que des échantillons. Donc c'est vraiment, voilà, chacun s'approprie son temps. Et ça dépend aussi de la connexion que chacun a avec les gens sur place. Il y a certaines affinités qui se font pas. Et voilà, moi, c'est que dans mon cas, on a mis tout ce jeu entre les brodeurs et moi a permis aussi tout ça. Parce que finalement, on se comprenait très très bien, même sans avoir le même langage. Par la broderie, on s'est compris. Et ce qui était incroyable, c'est qu'au bout de quelques semaines, je reconnaissais les points d'un tel, ils arrivaient à savoir mes goûts, et voilà, on a créé un vrai langage. Moi, j'avais justement une question très technique de broderie, puisque les broderies Le Sage ont leur atelier à Paris. Est-ce qu'il y a des techniques différentes, il y a des appréciations différentes, il y a des temporalités de réalisation différentes? Est-ce que vous êtes rentré dans cette différenciation des techniques de la broderie entre des brodeurs français et des brodeurs indiens, ou il n'y en a aucune, ou vous n'avez pas la réponse? Alors c'est une réponse. Alors ça, c'est peut-être pas forcément la bonne réponse. Il faudra demander. Je ne sais pas s'il y a des brodeurs dans la salle, mais en tout cas, l'histoire justement de Vasrakala, c'était l'idée de Jean-François Lesage, c'était de vraiment joindre c'est des communautés quand même de brodeurs qui brodent depuis au moins 400 ans, donc une technicité absolument incroyable. Et de joindre justement ces techniques qu'ils ont aux techniques qu'on a en France. Alors maintenant, la différence n'est pas forcément... Ils ont le même langage maintenant. La différence peut-être est la taille des ateliers. Donc les ateliers Lesage, la plus grande partie se trouve là-bas en Inde maintenant. Mais justement, finalement, ils ont cette même compréhension, ils ont ce langage commun qui a permis des ponts assez faciles entre ces deux cultures. Et après, voilà, peut-être qu'il y a des petits points. Alors ça, j'oserais pas m'aventurer sur le point précis qui est très différent, mais j'imagine qu'il y a peut-être des différences. Ouais. Oui. Notamment l'introduction de matériaux, de broderie ou de support, ça peut être différent, j'imagine. Oui, bien sûr. En étant en Inde, il y a quand même une richesse de matières premières qui est incroyable. Et après, voilà, on essaye, ça dépend à quel point. Et moi, j'ai essayé vraiment d'utiliser que des matières qui étaient ou déjà dans l'atelier, ou pour les vitres brodées, c'est des perles que j'ai trouvées dans le marché de Chennai, de perles tout simplement. Mais évidemment, il y a plein de... Il y a toute une richesse autour de ça qui est incroyable. Bon, ça, c'est évident. Oui. Une autre question ? Une petite question. Merci beaucoup. C'est un travail d'une très grande beauté, tu le disais, Marc. Et très impressionnant. 6 semaines, 2 pièces très différentes qui racontent une histoire à chaque fois. Vraiment, c'est très émouvant. J'avais 2 questions. Une pour Victoire qui est est-ce qu'il est possible, dans ce cheminement, de laisser tes productions sur place pour que d'autres, justement, résidents puissent travailler comme des strates, comme cette idée d'empreinte qui est enrichie par chaque vision, chaque savoir-faire. Et une deuxième question, plus pour le mobilier national. Marc, est-ce que quand on rencontre des talents comme ça, est-ce que tu parlais de réplicabilité, même en petite série, est-ce que le mobilier national, et là c'est vraiment une méconnaissance complète de cette partie du mobilier, est-ce que vous avez la possibilité de vous dire cette chaise est magnifique, j'aimerais la produire sur petite série, 20 pièces, 30 pièces? Voilà. Je réponds d'abord. Il faudrait que je la voie, pour le dire, parce que comme ça en photo. Comme ça, intuitivement, je dirais a priori non. Tout simplement, pourquoi? Non pas, c'est pas un critère du tout esthétique, c'est un critère pratique. C'est-à-dire que tout ce que 99% des biens que l'on fait rentrer dans nos collections
ont comme critère essentiel l'usage. Et l'usage, ça veut dire en dépôt chez des dépositaires. Et donc, un des critères qui est important, c'est la question notamment de la fragilité. Donc, comme ça, intuitivement, je dirais de la broderie sur un fauteuil, ça reviendrait très souvent en restauration. On n'a pas de brodeur en restauration chez nous, donc ça veut dire tout faire restaurer à l'extérieur. Donc, en fait, on est dans des logiques qui ne sont pas des logiques souvent que les gens extérieurs ne perçoivent pas nécessairement. On est vraiment, la question de l'usage elle est très intéressante et très importante pour nous. Voilà. Et ben on a depuis 5 ans maintenant, on a des campagnes d'acquisition. Je vais vous donner un exemple. Une fois, il y a un monsieur qui est tout penaud. Il me dit mon fauteuil n'a pas été pris. Alors, il me montre une photo. Je vois un truc très massif et je lui demande oui, votre fauteuil, il est fait en quoi? Il me dit en béton. D'accord. Et il pèse combien votre fauteuil? 100 kilos. Voilà, quoi. Nous, on a un service qui s'appelle le magasin et transport qui porte. On a 19 personnes qui sont payées pour porter. On pense à leurs épaules. Donc voilà, c'est des questions très. Donc c'est même pas une question esthétique, c'est simplement des choses qui sont, j'allais dire, immétables. En plus, dans des hôtels particuliers, si on a un fauteuil, on en a 2. 200 kilos au mètre carré, il faut penser aux hôtels particuliers du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle. Voilà, c'est des logiques qui ne sont pas nécessairement appréhensibles de l'extérieur, mais qui sont très importantes pour nous. Et si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, si Victoire proposait une chaise sans broderie au milieu ocre et avec de la broderie sur l'extérieur, est-ce que c'est quelque chose que Non, vous je pense considérez? que ce travail serait beaucoup plus intéressant pour nous s'il serait en décoration murale ou en paravent. Sur de l'assise, sur de la possibilité d'usure, comme ça, hein, je ne suis pas le service ameublement, je ne suis pas les inspecteurs, mais je dirais, nous, dans cette idée, d'usage, de restauration, nous n'avons pas de service, on n'a pas de la broderie, on a des dentelières, on a de la restauration tapis, de la restauration tapisserie, on fait pas. Donc ça veut dire, parce que nous on pense pas en termes de semaines, on pense pas en termes de mois, on pense en termes de siècles. Donc se dire quelque chose qui va être très vite usé, qui va à chaque fois au bout de quelques semaines on va l'envoyer, non quoi. Voilà. Donc l'œuvre pourrait être passionnante pour nous, plutôt en usage mural, qui est moins fragile, ou sur un support. Ça peut être associé à un luminaire, par exemple la broderie en vitraux. Là, il y a des choses intéressantes, parce que ça peut être... On a un atelier de tapissier décor, donc des rideaux. Ils nous ont fait, alors là, c'est des rideaux assez simples, mais ils nous font des rideaux. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Des jeux de lumière à partir de broderie. Là, il y a certainement des aspects qui pourraient être très intéressants. Et donc, l'autre question, c'était... oui. C'était le côté dépositaire de ce que Victoire a fait en Inde et sur lesquels, potentiellement, mais peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, d'autres résidents pourraient apporter un autre regard, le transformer. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui se fait en continuité ou pas du tout? Alors normalement, pas forcément, parce que comme c'est des parcours à chaque fois très personnels, je pense que même le résident après moi n'a peut-être pas du tout envie de travailler sur ça. Donc c'est surtout, je pense, c'est une démarche chaque fois très personnelle. Mais en effet, en ce qui concerne l'atelier, certaines techniques mises au point, voilà, peut-être que eux, c'est quelque chose qu'ils vont réutiliser. Et ça, évidemment, il n'y a pas. Ça, je trouve cet échange intéressant. Mais pour les autres résidents, après, c'est tellement propre à chacun que c'est pas non plus forcément l'objectif d'une résidence, mais pourquoi pas? Après, tout s'invente. Hein, mais En fait, la question que tu poses, elle est intéressante et problématique pour des institutions comme les villas, les résidences. Bon, j'en connais une bien, qui est la Villa Médicis. En fait, ça pose problème, ta question. Ça pose problème parce que c'est le stockage. C'est intrinsèquement un lieu de production, un lieu de créativité, n'est pas un lieu de conservation, n'est pas un musée. Et en fait, intrinsèquement, statutairement, par les personnels employés,
c'est pas le même boulot. Dire laisser une chaise, ça veut dire une capacité de stockage, de monstration, donc du coup derrière un conservateur qui va l'enregistrer, donc c'est deux univers différents. Et en fait, l'univers de la création et l'univers de la restauration ou de la collection, c'est pour ça qu'on a deux directions au ministère de la Culture, direction des patrimoines, direction de la création artistique. Parce que c'est deux enclenchements, j'allais dire essentiels, qui sont totalement différents. Donc, comme ça peut paraître en effet une idée enrichissante, mais en fait, elle est très problématique. Une autre question ? Moi, j'avais une petite dernière question sur. Vous avez évoqué la question de l'ornement. C'est un sujet qui me titille en ce moment. Et vous avez dit que l'ornement aux Pays-Bas, l'ornement en France, l'ornement en Inde n'avait pas le même sens. Ça veut dire quoi ? Alors, c'est peut-être pour ça aussi que le projet des vitraux brodés est né, parce que, en tout cas. Alors, il faut pas. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait des études avec moi. S'il veut me contredire, il a le droit. On discute. On discute par rapport à l'ornement. Alors justement, moi, en arrivant à la Villa Swagatam, l'idée, c'était de vraiment questionner la fonctionnalité de l'ornement. Et d'où cette envie justement de créer cet objet qui était ces vitraux brodés modulables, parce que ce projet-là, du coup, c'est là où l'ornement finalement. Alors ici, oui, il y a une partie très ornementale, donc plus le récit, mais par certains ajouts devient d'une certaine manière fonctionnel en devenant justement ces voilages ou ces parois lumineuses qui jouent avec son environnement. Et du coup, en effet, je pense en ayant été formé aux Pays-Bas, il y a toujours la question du pourquoi. Et le comment vient après, mais le pourquoi est très important. Et c'est vrai qu'en arrivant en France, la France, nous avons un autre héritage autour de tout ce patrimoine ornemental. Donc c'était, je pense qu'inconsciemment, j'étais un peu influencée par les deux, mais mon côté nordique est peut-être revenu justement en appliquant à la Villa Swagatam. Et c'est pour ça aussi qu'en arrivant en Inde, alors là, c'est là où justement la chaise est complètement... Alors là, on est parti dans un autre extrême. C'est en étant inspiré par l'ornementation en Inde qui est très, très, très présente. Alors là, pour le coup, c'est présent partout, que ce soit sur du plastique, du textile, tout. C'est pour moi, voilà, je me suis approprié au fur et à mesure. Oui, sans faire un cours sur l'ornement, ce qui est intéressant dans le questionnement de l'ornement, c'est que nous avons été une société artistique, une société production artistique qui a été une société de l'ornement depuis l'Antiquité jusqu'aux années 1900. Et il y a un certain Alfred Loos qui a écrit un article qui est l'ornement est un crime. Et en fait, toute la modernité du XXe siècle, Le Corbusier qui a republié, c'est un texte de 1908, Le Corbusier le republie, et en fait, toute la modernité du XXe siècle se fait contre l'ornement. C'est-à-dire que l'ornement est considéré comme, je caricature, mais comme un signe de la bourgeoisie, de la fin d'une expression emphatique, de la forme pour rien, en fait. Et il fallait, dans l'architecture, dans le design, revenir à la simplicité de la forme-fonction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un siècle après, c'est là où le pari est de se dire, notamment grâce au métier d'art, c'est que l'ornement doit être repensé dans d'autres dimensions, qui ne sont pas simplement la petite fleur, même si c'est ce qu'on voit, mais dans autre chose. Elle raconte autre chose. Et notamment, elle est la traçabilité de l'humain. Quand on fait une forme ronde, on ne raconte rien, en fait. En revanche, quand vous faites une forme où il y a de la traçabilité de l'ornement, vous racontez beaucoup de choses. Là, on a passé 1 heure à raconter l'ocre, à raconter l'Inde. Et en fait, on retrouve une dimension de l'homme ou de la femme qui avait que l'ère industrielle avait un petit peu fait disparaître. Donc c'est pour ça que cette question de l'ornement, elle est à mon sens assez centrale. S'il y a des gens qui contestent, ils sont les bienvenus. Si vous... N'hésitez pas. Alors, une dernière question ou pas ?
Non, ils sont tous bien sages. Ben, merci beaucoup, merci Victoire, et puis bon voyage peut-être en Inde, ou en tout cas déjà dans le sud de la France. Merci et bonne soirée.